On était cernés de feu. Je me suis dit, de toute façon, c'est fini, on va mourir. C'était un gros traumatisme. Tout ça reste en moi. Ils ont échappé au pire. À partir du choc, le bateau a commencé immédiatement à pencher. Ça ne pouvait pas être anodin. Tout s'est éteint dans l'avion. J'ai tout de suite réalisé qu'il se passait quelque chose de grave. Les 2 trains se sont chevauchés. Il y a eu 56 morts. Au moment où la bombe a explosé, comme mes 2 tympans avaient éclaté, je n'ai pas entendu de bruit, je n'ai pas entendu de cris. En un éclair, c'est toute leur vie qu'ils ont vu défiler. Vous voyez que vous ne maîtrisez plus rien. On repasse toute notre vie, toute notre famille. J'ai pensé tout de suite à ma fille, c'était ma première force. Je ne voyais pas comment on allait pouvoir s'en sortir. Donc à un moment donné, je me suis préparée à mourir. Mais comment continuer à vivre quand on a vu la mort en face ? On sent la vie qui revient. Quand on est passé si près de la mort, il est important de voir l'importance de la vie. On réalise petit à petit que chaque seconde, à n'importe quelle seconde, on peut basculer. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Ce sont des témoignages poignants que nos invités ont le courage de nous livrer aujourd'hui. Que ce soit lors d'un accident ou d'un attentat, ils ont échappé de peu à la mort. Ils vont nous raconter ce jour où leur vie a basculé à jamais, mais aussi comment ils tentent désormais de se reconstruire. Comment continuer à vivre quand on a vu la mort en face? C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Juste après ces témoignages saisissants, l'histoire continue accueillera aujourd'hui Mylène et Bertha. Elles vont nous expliquer ce qui a changé dans leur vie depuis leur premier passage dans notre émission. Mais d'abord, découvrons les histoires de nos invités du jour avec notre première partie, Quand la vie ne tient plus qu'à un fil. Et on salue Marie Dolores. Bonjour. Bonjour. Dans quelles circonstances avez-vous échappé à la mort? Eh bien, je faisais partie des 4229 passagers du Costa Concordia, le bateau qui a fait naufrage le 13 janvier 2012 au large des côtes de Toscane, sur l'île de Giglio. 32 personnes ont perdu la vie lors de ce naufrage, dont 4 touristes français. Comment l'idée de faire cette croisière a-t-elle germé dans votre esprit? Eh bien, je sortais d'une période un peu difficile au niveau de ma santé, au niveau de plusieurs membres de ma famille que j'ai perdus. Donc, on avait besoin de changer d'air. Ça durait depuis des mois et on avait besoin de repartir, de casser ce rythme infernal. Et bien entendu, on a pensé à prendre des vacances. Donc, l'idée de la croisière, mon époux et moi. Et j'ai choisi, parmi plusieurs croisières, j'ai choisi celle-ci, celle qui s'appelait la Dolce Vita, la douce vie. Et nous voilà partis. Donc, on a réussi dans nos projets à entraîner avec nous le mari de le frère de mon mari, donc mon beau-frère et sa compagne. Et nous voilà partis le 8 janvier de Marseille pour un voyage qui nous a conduits, vous savez. Alors, vous naviguiez depuis 5 jours lorsque l'accident s'est produit. Racontez-nous ce que vous avez ressenti, où vous étiez au moment de l'accident. Eh bien, au moment de l'accident, nous nous trouvions au restaurant puisque nous faisions partie du second service qui avait lieu à 21h. Et on s'était installé à notre table habituelle. On venait de passer les commandes et on attendait le premier plat. Quand vers 21h43, 44, j'ai senti un premier frôlement, vraiment un frôlement au niveau de la coque. Je me suis immédiatement levée, je suis passée derrière ma chaise. Mon mari a fait la même chose. Et le personnel nous a demandé de nous rasseoir en se voulant rassurant, en nous disant ce n'est rien. Frôlement, c'est-à-dire quoi? C'était une secousse quand même? Non, vraiment quelque chose qui frôlait la coque. Je me suis donc rassis à la demande du personnel, mais on n'a même pas eu le temps de s'interroger sur ce qui venait de se passer. Qu'immédiatement, il y a eu une secousse, mais
monumental, un bruit de tôle froissée, les assiettes qui ont immédiatement commencé à se fracasser sur le sol, et puis bien entendu la panique qui a suivi simultanément le choc. Donc les gens qui criaient, d'autres qui pleuraient, d'autres qui couraient, et on a fait la même chose. Donc on s'est immédiatement levé de table et on est parti en direction du hall central du bateau qui était juste à côté du restaurant. Qu'est-ce qui se passait à cet endroit-là, à ce moment-là ? Eh bien, à cet endroit-là, c'était la stupéfaction. C'était la même chose qu'au restaurant, hein, des cris. Ça commençait à courir dans tous les sens. C'était pas encore la grosse cohue parce que tout le monde était soit au théâtre, soit au restaurant. Donc, tout le monde n'avait pas encore eu le temps d'arriver dans ce hall central. Mais bon, très vite, ça s'est rempli et tout le monde était aussi paniqué. Les gens se cherchaient parce que tout le monde n'était pas... les membres d'une même famille n'étaient pas forcément ensemble à ce moment-là. Certains avaient regagné leur chambre. Donc, vraiment, dans ce hall, ça commençait à s'agglutiner et dans une peur atroce. Est-ce qu'il y avait des informations par haut-parleur ? Est-ce qu'on vous disait de faire certaines choses ? C'est arrivé quelques minutes après, mais les premières informations que nous avons reçues, c'était qu'il ne fallait surtout pas paniquer, qu'il fallait se calmer, retourner à ses occupations. Pour les uns, on nous demandait même de retourner nous asseoir au restaurant alors qu'on savait dans quel état on l'avait laissé. Que ce n'était pas grave, qu'il ne s'agissait que d'une panne de générateur et que les équipes techniques étaient en train de procéder aux réparations. Vous les avez crus, ces messages ? Pas du tout. Non, je crois que personne n'y a vraiment cru pour la bonne et simple raison, c'est qu'à partir du choc, le bateau a commencé immédiatement à pencher et il ne s'est pas redressé. Donc on a très bien compris que... Et la violence de ce choc a été telle que ça ne pouvait pas être anodin. Est-ce que vous avez pu regarder à l'extérieur ? Oui. C'était le soir, il faisait nuit, j'imagine. Oui. Donc vous ne saviez pas où vous étiez ? Non, nous ne savions pas où nous étions. Vous aperceviez la côte quand même ? Nous n'avons pas compris ce qui se passait parce que nous étions supposés être à 20 km des côtes. Donc tout nous est passé par l'esprit. Moi, je pensais même qu'on avait heurté un autre paquebot. Donc on est sorti effectivement sur les ponts extérieurs à ce hall central, donc à l'Atrium. Et on a vu immédiatement, à notre grand soulagement, qu'il y avait des lumières à peu près à 300 mètres. Donc ça nous a rassurés, même si on ne s'est pas vu tirer d'affaire tout de suite. On s'est dit au moins on est proche des côtes et les secours arriveront plus vite. Nous pensions que c'était le continent. À aucun moment je n'ai imaginé que c'était une toute petite île où il n'y avait que des petits pêcheurs. Donc à ce moment-là, c'est vrai, j'avoue, je me suis dit ouf, même si ce qui nous arrive est grave, on n'est pas forcément perdu puisque les secours vont pouvoir arriver très vite. Mais bon, on a déchanté aussi vite. Vous étiez dans quel état psychologique ? Pour ma part, c'était très difficile. Je n'arrivais même plus à partir... Depuis le moment du choc, j'avais du mal à respirer. Alors, j'ai su après que c'était l'état de choc qui provoquait cet état physique dans lequel j'étais. Je n'avais plus de souffle, je n'arrivais plus à respirer, mais c'était fonctionnel. Hein. J'avais vraiment quelque chose qui s'était bloqué, l'air ne passait plus. J'étais comme un poisson hors de l'eau qui cherche son oxygène, entre guillemets. Et j'arrivais même plus à respirer. Donc la seule chose que j'ai pu faire à ce moment-là, ça a été m'asseoir et essayer de reprendre mon souffle, ce qui n'est pas arrivé tout de suite. J'ai mis un moment quand même avant de pouvoir respirer normalement. Alors vous nous raconterez votre évacuation et les conséquences de cette épreuve dans votre vie tout à l'heure. Mais d'abord, on va saluer Chantal. Bonjour. Bonjour. Une réaction peut-être au témoignage de Marie-Dolores ? Eh bien, la réaction que j'ai, c'est quelque chose d'assez violent, un peu similaire à celui de Marie-Dolores. On était parti le 26 juin 1988, on avait décollé de l'aéroport international de Bâle-Mulhouse pour un baptême de l'air qui devait nous amener avec un passage au-dessus des Vosges et puis ensuite au-dessus du Mont-Blanc et retour. Qui était à bord de cet avion ? Alors j'étais en compagnie de mon mari, de Marc, et de ma fille Magali. Elle a quel âge, votre fille ? Magali allait avoir 13 ans. Et Magali avait le désir de devenir hôtesse de l'air. C'est pour cette raison qu'on avait pensé à lui faire découvrir l'aviation par ce biais-là.
Alors, à quel moment avez-vous compris qu'il se passait quelque chose d'anormal? Lorsqu'on a commencé à voir approcher d'un petit peu près l'aérodrome d'Apsheim, qui est un petit aérodrome, c'est donc, il n'y a pas de piste en béton, c'est de l'herbe. Et puis, ce sont des bâtiments classiques d'un aérodrome. Et rapidement après, il y a eu un immense choc. On a tapé. Et lorsqu'on a tapé avec la queue de l'avion, tout s'est éteint dans l'avion. Alors, vous avez tapé au sol, le sol? Alors, il n'a pas tapé le sol, il a tapé la cime des arbres. Alors, c'était combien de temps après le décollage? C'était environ 10 minutes après le décollage. Donc, vous avez senti ce choc. Vous avez pensé à quoi? En tous les cas, j'ai tout de suite réalisé qu'il se passait quelque chose de grave. Et lorsque l'avion s'est enfoncé, nous avons été projetés d'avant en arrière. Le corps n'était tenu que par la ceinture ventrale. Et on a été projetés d'avant en arrière. On essayait de se maintenir. Et à 230 km/h, lorsqu'un avion tombe dans les arbres, il est freiné par les arbres. Donc, c'est des chocs très violents. Et il y avait des flammes aussi? Alors, lorsque l'avion s'est arrêté, le réacteur droit avait été arraché et il s'est embrasé. J'ai regardé à ma droite, puisque le papa était côté, Marc était côté droit, moi j'étais côté gauche. J'ai regardé à ma droite, j'ai regardé à ma gauche. Immédiatement, on était cernés de feu. Parce que lorsque le kérosène s'est mis à s'écouler, il s'est écoulé aussi. Il est allé rejoindre le réacteur gauche qui était, lui, intact. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est fini, on va mourir. Vous étiez à quel endroit dans l'avion? On était à le rang juste avant la première issue d'aile. Voilà, on était à cet endroit-là qui se... Voilà. Au milieu, quoi, à peu près. On est plutôt vers l'avant. Plutôt vers l'avant. On est plutôt vers l'avant de l'avion. Bon, vous nous raconterez ce qui s'est passé après. Mais d'abord, nous allons saluer Jean-François. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez échappé de peu à la mort. À quel accident avez-vous survécu? Un accident qui a eu lieu le lendemain de l'accident d'avion, puisque le 27 juin 1988, en gare de Lyon à Paris, un train qui est arrivé en gare souterraine sans frein et a percuté un train qui était à quai. Les deux trains se sont chevauchés et la première voiture du train sans frein est venue s'écraser sur la première voiture du train qui était à quai. Savez-vous combien de personnes ont perdu la vie ce jour-là? Il y a eu 56 morts, de très nombreux blessés. C'était un gros traumatisme. Vous vous rendiez où, vous, ce soir-là? Alors je rentrais tranquillement chez moi après mon travail. C'était une journée d'été, il faisait chaud. Je ne me pressais pas et j'ai pris un train qui était plus tard que d'habitude. Et donc je me suis installé dans ce train à quai, dans la première voiture qui était assez libre. Et j'ai attendu le départ du train tranquillement en voyant le train se remplir petit à petit. Quelle image gardez-vous de cet accident? J'ai beaucoup d'images, j'ai des sons. L'image, c'est également d'être projeté en avant, puisque le train à quai a reculé de plusieurs mètres. Les sons, c'est les deux trains qui se mélangent, le bruit de la tôle qui se froisse. Les sons, c'est aussi le silence qu'il y a eu au moment où le train s'est arrêté. Un grand silence de quelques secondes. Et puis après le bruit de toutes les plaintes qui montaient de dessous cet amas de métal. Et les images, c'est ce recul. C'est tous les visages qui étaient autour de moi quelques secondes avant qui, quand le train s'est arrêté de reculer, ont disparu. Et c'est les gens qui étaient aussi à côté de moi et dont je ne sais pas s'ils étaient vivants. Donc toutes ces angoisses, tout ça reste en moi constamment.
et d'une petite fille qui était assise à côté de moi, qui restait dans l'accident, et elle est encore dans ma tête, pas que tous les jours, mais très très régulièrement. Christiane, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était le 13 décembre 1996. Le 3 décembre. Le 3 décembre, pardon. Où étiez-vous ce jour-là? J'étais dans le RER B qui venait de Villepinte. Et je me ressaisis. Je prenais jamais le RER. Et c'est pour mon travail que je prenais le RER une fois par an pour aller au salon ELEC. Et c'était le soir, je rentrais chez moi. Voilà. Donc le soir, il était quelle heure? Oh, il était environ 18h. Quand j'ai quitté le salon, c'était dans ces eaux-là. Donc au moment de l'heure de pointe. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, comme j'étais fatiguée, je dormais. Et en fait, je me suis réveillée quand la boule de feu est venue sur mon visage. C'est ça qui m'a réveillée. Mais comme mes 2 tympans avaient éclaté au moment où la bombe a explosé, j'étais sourde, donc je n'ai pas entendu de bruit, je n'ai pas entendu de cris, je n'ai rien entendu. Et donc je me suis réveillée avec cette boule de feu. Alors mon premier réflexe a été de me protéger avec mes mains, donc j'ai eu les mains brûlées. Et puis surtout, comme la boule de feu était passée sous le siège, et pour remonter, j'ai eu les jambes brûlées parce que mes collants avaient fondu dans mes pieds. Donc j'ai eu les jambes brûlées jusqu'à mi-jambe, voilà. Donc il s'agissait d'un attentat? Oui, c'était un attentat qui n'a pas été revendiqué. Dans lequel combien de personnes ont perdu la vie? Il y a 4 personnes qui ont perdu la vie, un couple qui est en voyage de noces, 2 jeunes étudiants marocains, et puis le 4e, je ne sais pas, et puis il y a eu à peu près 120 blessés. À qui avez-vous pensé? La toute première pensée? J'ai pensé tout de suite à ma fille, parce que j'ai une fille qui est handicapée, qui avait perdu son papa quelques années avant. Donc je me suis dit, si je ne rentre pas à la maison, si elle n'est pas prévenue, il faut qu'elle soit prise en charge. Elle a perdu son papa, si elle pense qu'elle perd sa maman, voilà. Donc c'était ma première force. Alors, je vais à présent me tourner vers Yvonne, notre psychologue, qui va nous éclairer sur le témoignage de nos invités. Traumatisme, choc, drame, par quelles étapes passent généralement celles et ceux qui passent très très près de la mort? Les étapes psychologiques diffèrent selon chacun. Pour certains, c'est l'effroi, c'est la panique, c'est l'incapacité à agir et aussi le déni. On n'arrive pas, on ne peut pas croire qu'une telle horreur puisse se présenter à nous. Non, c'est pas nous. Ensuite, il y a ceux qui arrivent à se dissocier et qui gardent leur sang-froid et qui se précipitent pour sauver autrui ou encore pour se sauver eux. Et il y a aussi la panique et la mort, l'impression que la mort va arriver. Et dans ces cas, on voit le film de sa vie se dérouler. Très rapidement, les images finalement défilent. Et c'est là qu'on pense à ses proches pour les contacter, comme vous avez dit, Chantal. Et à ce moment-là, on réalise qu'on est face à face avec un drame imminent. D'où les troubles psychosomatiques. On ne prend plus d'air, on se voit mourir et parfois on se laisse mourir parce qu'on n'a plus la force. Voilà un peu toutes les étapes et toutes les manifestations qu'on peut ressentir quand on est face à un drame aussi important et inattendu parce que c'était quelque chose qui vous tombe, qui n'est pas préparé. Quand on se prépare à la mort, c'est autre chose, mais quand on est face à un événement qui vous dépasse et que vous n'avez pas contrôlé, ça c'est totalement différent. Donc il y a l'effroi et la panique et c'est cette forme de dissociation et surtout vraiment, comme on dit souvent, on revoit le film de sa vie. Alors comment nos invités tentent-ils de se reconstruire après avoir frôlé la mort? Eh bien, nous écouterons la suite de leur témoignage. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Il vous a fait la cour pendant des années avant que vous ne cédiez à ses avances. Vous lui avez résisté car vous ne le trouviez pas à votre goût jusqu'au jour où vous avez réalisé que vous étiez fait pour être ensemble. Lorsque vous l'avez rencontré, vous étiez en couple et après avoir longtemps lutté contre vos sentiments, vous avez réalisé qu'il était l'amour de votre vie. Vous l'avez repoussé pendant des années et c'est quand il s'est mis en couple que vous avez compris que vous l'aimiez.
Vous avez longtemps refusé ces avances et lorsque vous avez enfin cédé, il était malheureusement trop tard. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Il y a 5 ans, Erwan se battait contre une leucémie. Un médecin a prononcé une phrase qui t'a profondément marqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que je pouvais mourir et qu'il me restait 24 heures, voire 48 heures à vivre si la chimiothérapie, elle faisait pas son effet. Erwan a aujourd'hui 18 ans et il nous annoncera une très bonne nouvelle. Nous retrouverons aussi Mylène et Christophe. Quelle place occupent les disputes dans votre couple? Pour moi, pour nous, c'est le moteur principal de notre quotidien en fait. Pour eux aussi, les choses ont bien changé. Ils nous diront pourquoi dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Malgré son jeune âge, votre enfant souffre de dépression et vous vous sentez démuni. Votre bébé a fait ce qu'on appelle une dépression du nourrisson. Vous avez toujours du mal à comprendre pour quelles raisons. Face au mal-être de votre enfant ou de votre nourrisson, vous vous sentiez impuissante. Vous avez donc décidé de le faire hospitaliser. Votre couple a été fragilisé par la dépression de votre enfant ou de votre bébé. Après un épisode dépressif, votre enfant a enfin réussi à surmonter son mal-être. Il est aujourd'hui épanoui. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités d'aujourd'hui n'oublieront jamais ce jour où ils ont failli perdre la vie. Ils ont le courage de témoigner sur un thème sensible et espèrent se rendre utiles en nous confiant leur histoire. On va avancer avec la deuxième partie de notre émission, le prix de la survie. Marie-Dolores, vous êtes rescapée du naufrage du Concordia. Comment avez-vous réussi à quitter le bateau? On était resté tout à l'heure où vous étiez, donc après être sorti du restaurant, vous étiez dans le hall central, au milieu des gens un peu paniqués qui couraient partout à la recherche de leur famille. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous avions à ce moment-là 2 possibilités, soit remonter dans les chambres comme on nous le conseillait pour récupérer les gilets de sauvetage et nos affaires personnelles, mais le bon sens l'a emporté et nous avons préféré rejoindre immédiatement les ponts extérieurs au niveau des chaloupes. Nous avons été suivis par beaucoup de personnes. Est-ce que c'était facile de se déplacer? Vous disiez que le bateau était déjà penché. À ce moment-là, on pouvait encore circuler, mais c'était déjà assez penché. Nous avons donc monté un étage pour aller au 4e étage et immédiatement sur le pont où se trouvaient les chaloupes, on a pu récupérer dans les armoires de ces parties communes des gilets de sauvetage qui sont là pour aider les personnes qui pourraient en avoir besoin. Il n'y en a pas beaucoup, puisque la plupart se trouvent dans les chambres, et on a pu effectivement avoir un gilet de sauvetage chacun et nous poster devant les chaloupes pour prévoir l'évacuation. Est-ce qu'on vous aidait dans ces manœuvres? Est-ce qu'il y avait des gens qui vous disaient où se trouvaient les gilets de sauvetage? Est-ce que c'était un peu organisé tout ça? Non, c'était dans la plus grande confusion. Il y avait quand même du personnel qui sortait les chaloupes? Non, absolument pas. Les chaloupes, il y avait effectivement 2 personnes devant chaque chaloupe, mais qui étaient plutôt là pour nous empêcher de monter. On était très, très disciplinés et vraiment, on s'est immédiatement placé devant ces chaloupes. Le problème, ça a été le surnombre très rapidement. Qui prenait la direction des opérations? Il y a quelqu'un commandé? Non. Organisait tout ça? Non, de temps en temps, on entendait des petites mains, parce qu'il faut savoir que dans ces gros bateaux, vous avez les équipes de pilotage, on va dire le commandant avec tous les officiers, puis vous avez toutes les petites mains qui sont les cuisiniers, les serveurs, les barman, voilà. Et ce sont ces petites mains qui étaient dans ces coursives au niveau des chaloupes qui nous indiquaient qu'il fallait attendre, qu'il fallait se ranger là, qu'il fallait attendre l'ordre d'évacuation. Et c'est ce qu'on a fait, on les a écoutés. Et ils étaient où les autres? On aurait bien aimé le savoir, mais moi je n'ai pas vu de veste blanche. Ce que j'appelle les vestes blanches, c'est les gradés. Je n'en ai pas vu beaucoup à ce moment-là, justement. Pourquoi on vous empêchait de monter sur les chaloupes?
Eh bien parce que les petites mains, comme je les appelle, donc tout ce personnel qui était là pour nous aider, attendaient eux-mêmes les ordres. Ils ne savaient pas, je pense qu'ils ne savaient pas plus que nous ce qui était en train de se passer. Ils entendaient les mêmes messages que nous, excepté de temps en temps des messages codés. Mais pour la plupart, ils n'étaient pas capables de nous expliquer ce qui se passait. Ils savaient simplement qu'il y avait un problème de générateur. Le bateau continuait à pencher. Mais pour eux, c'était un problème électrique qui était en passe d'être réglé. Voilà. De quelle manière ça s'est enchaîné ? Eh bien, ça a été de mal en pis, bien entendu. Plus le temps passait, plus le bateau penchait et plus les gens se bousculaient, se heurtaient, se marchaient dessus pour certains. Pas au niveau où j'étais moi, mais je l'ai entendu après, lorsque nous avons été ramenés le lendemain matin sur la terre ferme. Il y a eu des scènes de bousculade et sauf qui peut, quoi. Un moment pareil où vous voyez effectivement toute votre vie défiler, où vous voyez que vous ne maîtrisez plus rien, que vous ne savez pas quoi faire, que personne n'est là pour vous diriger, pour vous dire ce qu'il faut effectivement faire. Donc ça a été vraiment la panique, mais la plus totale. Plus le temps passait, plus ça devenait catastrophique. On a vu défiler notre vie, on a pensé moi j'ai pensé à mes enfants, je me suis dit mon Dieu, mais quand ils vont apprendre ça, bien sûr, on était en soirée, donc pas de téléphone, moi j'avais rien sur moi, je ne pouvais pas les prévenir, je ne savais même pas quelle heure il était. Donc effectivement, on repasse toute notre vie, toute notre famille, et c'est très long en même temps. Est-ce qu'on a des images en tête ? Je ne sais pas si vous aviez vu le film Titanic. Est-ce qu'on pense à ce genre de choses ? Oui. Ouais, c'est ça. Je crois que ce film, c'est ce que je dis, c'est exactement ce qui nous est arrivé, sans bien sûr les personnages qui l'ont tourné, mais c'est exactement ça. Moi, à plusieurs reprises sur ce pont, j'ai pensé au moment où on voit Sarah qui court dans les coursives du bateau pour échapper à l'eau qui monte. Ben, c'est exactement ça. Vous avez vu l'eau monter dans le bateau ? J'ai vu le bateau se coucher dans l'eau et il faut savoir qu'à partir du moment où il y a eu cet impact, il a continué sa course. Le bateau était lancé, donc il a continué sa course et les lumières que je voyais au début, 1h30 après, on ne les voyait plus. Donc pour moi, on avait repris le large et on se retrouvait de nouveau loin des côtes et loin de tout. Donc la peur augmentait et je voyais ce bateau qui se couchait jusqu'à me dire mais il va finir par tourner complètement. Vous avez eu vous avez pris de la culpabilité à monter, vous, dans la chaloupe et peut-être pas d'autres ? Oui, ça c'est venu au moment effectivement où on nous a demandé de monter dans ces chaloupes. Donc on s'est précipité pour, bien sûr, on s'est même rué dans les chaloupes à tel point qu'à un moment donné, on a vu le moment où on nous a dit arrêtez parce qu'elle va se décrocher, vous êtes trop nombreux. Donc oui, effectivement, la culpabilité est venue quand les bras du bateau ont remis cette chaloupe en phase avec la mer, donc au-dessus de la mer. Donc on n'était plus sur le bateau, mais on n'était pas encore sauvés. Et c'est à ce moment-là où c'est là où j'ai moi ces scènes d'horreur dans l'esprit, c'est que j'ai vu des familles entières qui passaient parce qu'elles étaient déjà probablement couchées au moment de l'impact. Et j'ai vu des pères de famille passer avec leurs enfants en disant « Prenez-nous, prenez au moins nos enfants ». Et on ne pouvait pas le faire parce qu'on était déjà trop loin. Et c'est là où, effectivement, vous vous sentez très, très coupable, vous, d'être sur un bateau qui va vous sauver alors que d'autres encore cherchent une issue. À quel moment avez-vous été sauvés ? Eh bien, pas du tout à ce moment-là, puisque le bateau était déjà tellement couché que notre chaloupe n'est jamais descendue à la mer. Il a fallu redescendre à l'étage inférieur, puisqu'elle avait quand même commencé, après pas mal de péripéties, elle avait commencé sa descente, mais elle s'est retrouvée bloquée sur la coque, comme beaucoup de chaloupes à ce moment-là. L'ordre d'évacuer était arrivé tellement tard qu'on n'a pas eu d'autre solution que de ressortir de cette chaloupe, de remonter sur le bateau. Et après avoir envisagé de descendre du bateau par une corde le long de la coque, puisqu'on se retrouvait toujours côté mer, nous, côté ciel et côté mer, eh bien, il nous a fallu traverser le bateau, c'est-à-dire aller vers l'eau et à l'endroit où il se couchait pour pouvoir trouver une issue. Et c'est ce que nous avons fait avec mon mari, mon beau-frère et sa compagne. C'est en courant ?
Tout ça en courant, en naviguant entre les objets qui tombaient quand même, parce qu'on a traversé le bateau, mais tout continuait à tomber, avec la peur au ventre, parce qu'on allait vers l'eau. On voyait ce bateau qui continuait à se coucher, mais on nous disait qu'il y avait encore une chaloupe de l'autre côté. Donc, mon époux et moi, nous sommes sortis de ce désastre en sautant sur le toit d'une des dernières chaloupes qui partait sans nous. Donc, quand on a vu qu'elle s'en allait, on a pris un élan et on a sauté sur le toit de la chaloupe. Comment vous avez traversé les jours qui ont suivi cette épreuve? Dans le brouillard. Dans le brouillard, on a beaucoup de mal à réaliser ce qui nous est arrivé. On a effectivement passé toute cette étape dans la soirée de se dire, mon Dieu, mais je vais y rester. Vraiment, c'était le moment, quoi. On a vu ça de tellement près. Et puis les jours qui ont passé, on réalise petit à petit que chaque seconde, à n'importe quelle seconde, on peut basculer. Donc c'est vrai que j'ai eu une période où j'ai broyé beaucoup de noir. Je me suis beaucoup apitoyée. J'ai vu le moment où je prenais une mauvaise pente. Alors que c'est paradoxal, puisque vous étiez en vie, justement. Oui. Mais justement, je pense qu'on a le contre-coup après. Et j'ai eu des jours où je prenais, je vous dis, une très mauvaise pente. J'étais entre me payer une belle dépression ou bouger, réagir. Puis un matin, je me suis mis un coup de pied aux fesses, comme on dit, et je me suis dit, il faut que tu trouves absolument le moyen de remonter la pente. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez écrit un livre, je crois, pour exorciser tout ça. Oui. Je pense que ça a été ma thérapie. Au début, j'ai été en contact avec les personnes qui nous sont conseillées par l'association et qui sont là pour nous écouter, pour nous aider à comprendre l'état dans lequel on se trouve. Et effectivement, ça m'a fait du bien de discuter avec ces personnes-là. Mais quand je raccrochais ou quand je partais, j'avais l'impression de repartir avec mon bagage. Et l'idée m'est venue parce que j'avais besoin de noter les heures où tout s'était passé pour une déposition à la gendarmerie, parce que j'avais peur d'oublier les événements. L'idée m'est venue d'écrire ces heures, ces événements, ces actions sur une page. Et puis je suis revenue tous les matins sur cette page. Et au bout du compte, ça a donné un livre. J'ai trouvé dommage de le laisser dans un tiroir. Je me suis dit, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Et ça a donné ce livre, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont sauté dans la mer, qui ont rejoint la côte à la nage? Oui, il y en a eu beaucoup. Beaucoup? Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Je les ai croisés parce que quand on était dans cette école, beaucoup ont été rapatriés vers l'école. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui arrivaient trempées de la tête aux pieds. Il y a des enfants qui ont été obligés de nager du paquebot au rivage. Et heureusement que les gens de l'île nous ont accueillis, mais ils n'ont pas participé au naufrage en direct, mais ils ont vraiment été impliqués complètement. Dès le début, il s'est mis en place des rondes par les Iliens qui venaient carrément chercher les gens qui se jetaient à l'eau. Ils les dirigeaient avec des lampes de poche, ils les récupéraient en voiture, ils les ramenaient au centre du village. Donc là, la solidarité, elle s'est exprimée. Complètement. Mais plus de par les Iliens qu'entre les victimes. Entre les victimes. Quand on est confronté à la mort, on pense d'abord à sauver sa peau. Oui. Ah oui, complètement. Avant de penser aux autres. Ça, c'est clair. C'est clair. Tout le temps où on a été sur le pont de ce bateau à attendre la possibilité de partir et la solution pour partir, on a pensé chacun pour soi. Même si ce n'est pas dans notre nature, parce qu'avec le recul, on se dit, mon Dieu, mais on aurait pu faire ça. Même par rapport à son amour, moi je pense à Leonardo DiCaprio. Qui a remonté tout le bateau. J'avais le mien, j'avoue qu'il ne m'a pas laissé tomber. Donc, Quel romantisme, Sophie. Mais je crois que c'est l'instinct de survie qui fait qu'effectivement, on pense à soi. Mais après coup, c'est la culpabilité qui émerge. Parce qu'on s'est dit, mais on a après le complexe du survivant. Pourquoi moi ? C'était pas mon heure. Et pourquoi je ne les ai pas sauvés ? Donc là, il y a un autre élément après. C'est vrai. Pourquoi avez-vous tenu à témoigner aujourd'hui ? Eh bien, parce que je sais qu'il y en a encore beaucoup qui sont complètement traumatisés par ce drame. Et pour leur dire que le temps fait son œuvre. Il n'efface rien, mais on va mieux. D'en parler, de partager, on finit par aller mieux. Effectivement, que de s'enfermer, c'est pas bon.
Je pense qu'il faut arriver d'une manière ou d'une autre, à le raconter, ce qui ne doit pas être évident, parce que moi-même, au début, j'avais du mal à en parler. Mais on y arrive, et puis la vie prend le dessus, et chaque seconde vaut le coup d'être vécue, quand on voit comme ça peut basculer rapidement. Est-ce que vous pensez repartir en croisière un jour? Mais c'est fait. Ça a fait partie de tout ce processus de tourner la page. Même si on ne la tourne pas définitivement, je l'ai fait parce que quand on a un accident de voiture, on remonte en voiture. Quand on a un accident d'avion, je pense que vous avez repris l'avion. Et puis c'est pareil pour le vélo. Quand on tombe, on remonte et on repart. Oui. Ça a été difficile. Hein. Pas dans les mêmes conditions. Oui, bien sûr. J'ai surmonté la peur au ventre. Et puis petit à petit, on arrive à se détendre. Avec la même compagnie? Oui. La prochaine fois, non, mais cette fois-là, j'ai voulu le faire. J'ai voulu reprendre les choses où je les avais laissées. Je n'ai pas voulu laisser la peur prendre le dessus. Pourquoi la prochaine fois, non? Parce que je pense qu'il faut voir autre chose. Voilà. On espère que votre témoignage redonnera de l'espoir à celles et ceux qui en ont besoin. Je précise que les téléspectateurs pourront vous poser toutes leurs questions sur le forum de Toute une histoire juste après l'émission. Chantal, vous avez été victime d'un crash d'avion avec votre mari et votre fille. Oui. Comment se sont déroulées les minutes qui ont suivi le crash? Tout à l'heure, vous nous disiez que vous avez vu des flammes. Ça brûlait de partout. Je ne voyais pas comment on allait pouvoir s'en sortir. Donc, à un moment donné, je me suis préparée à mourir. Et en me préparant à mourir, Comment on se prépare à mourir? On accepte. On se dit, on va mourir. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvée rétrécie dans mon ventre, comme à l'état fœtal. Et je n'entendais plus rien. Donc pour moi, la chose était entendue, je n'entendais plus rien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sente une caresse, une lueur blanche qui vienne le long de mon visage. Et là, quelque chose qui m'a fait comme un bouchon qui explose. Je ressors de mon ventre, je ressors littéralement, je reviens dans la situation de l'accident que j'avais quitté puisque je voulais mourir. J'avais accepté. Et ça prend combien de temps tout ça? Je ne peux pas vous dire. Ça paraît long et il paraît que c'est infiniment court. C'est genre 3 secondes, quoi. Je ne peux pas vous dire, c'est infiniment court. Et à ce moment-là, j'ai crié à ma fille, j'avais redécidé de vivre puisque cette lumière blanche m'avait fait quelque chose et j'avais peut-être pas envie de la suivre ou peut-être qu'elle était là pour me donner de l'énergie. C'est la fameuse lumière dont on parle au bout du couloir, là? Elle était là, elle m'a caressée. Encore aujourd'hui, je me dis, j'irais bien la retrouver tellement c'était agréable, tellement c'était d'un calme, tellement c'était extraordinairement doux. C'est qui? Je sais pas. On m'a dit plein de choses, alors je sais pas. Mais quoi, dans votre tête, c'est qui? C'est Dieu, c'est le Christ, c'est la Vierge Marie? On m'a dit que c'était mon ange gardien. Ah, votre ange gardien. Ouais. Voilà. Bon. En tous les cas. Vous étiez croyante? J'ai une éducation religieuse. Après, quelquefois, je me dis, il aurait peut-être pu nous éviter ça, si vraiment, quoi. Et à ce moment-là, lorsque je suis revenue vraiment dans l'action de l'accident, où j'ai senti de l'énergie, j'ai crié à ma fille, détache-toi, absolument détache-toi. Je n'y arrive pas, moi-même je n'y arrivais pas. En fait, on tire sur la ceinture au lieu de pouvoir prendre son temps de bien la décrocher. On tire comme si on voulait mettre sa ceinture de voiture, alors qu'il faut le faire vite, on la coince. Donc là, c'était pareil. Au bout d'un moment, j'arrive à décrocher la mienne et je me lève de mon siège, je me mets debout et je vais secourir ma fille, je la détache. Entre-temps, j'avais jeté un coup d'œil à droite et je voyais mon ex-mari avec du feu. Je m'étais dit, de toute façon, il ne peut rien arriver de grave. L'hôtesse se trouve juste dans la rangée. Derrière lui, c'était sa place. Et j'ai tiré ma fille. On est sorti de notre rangée et je l'ai tirée dans le couloir. Dans le couloir. Oui. Là avait la marque de mes doigts, tellement je la serrais fort, qu'elle a eu la trace de mes doigts pour la tirer, quoi. Et elle n'arrêtait pas de crier « Maman, je ne veux pas mourir, maman ». Enfin bon, ça a été une litanie, jusqu'à ce qu'une dame se retourne et lui met 2 claques, où elle s'est arrêtée. Une dame lui a mis 2 claques? Une dame lui a mis 2 claques.
Sympa. C'était le seul moyen de la faire arrêter, parce que moi, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de la sortir. Mais alors, est-ce qu'il y a des toboggans se sont déployés? Qu'est-ce qui s'est passé là? Sur 6 toboggans qui existent sur la 320, il y en avait 2 de praticables. Tout le côté droit avait brûlé du début à la fin et même plus loin. Et les seuls praticables étaient celui de l'arrière et celui de l'avant. Normalement, il y en a sur les issues d'ailes. Là, ce n'était pas possible. Donc, nous nous sommes dirigés vers l'avant. Et lorsque je suis arrivée à peu près à la sortie, il y avait un steward qui criait « Aidez-moi à le sortir ». Il y avait un enfant handicapé qui était à son siège handicapé. Et là, j'ai lâché ma fille. Le temps de le dire, de le faire, j'ai essayé de le tirer parce que je l'entendais crier « Au secours ». On m'a dit « Un tétraplégique ne parle pas ». On m'a dit ça après. J'ai dit « Écoutez… » Et j'ai fait signe au steward que je n'arrivais pas, puisqu'il était dans le 3e rang, placé au milieu. Enfin bon, voilà. Donc nous sommes arrivés vers la sortie. Lorsque je me disais, ben, tiens, on voit le halo de lueur de dehors, on est presque sorti. J'arrive à l'avant de l'avion et je pousse ma fille dans le toboggan. Et comme je m'étais décalée par rapport à elle pour la laisser passer, je me suis retrouvée à califourchon dans un arbre qui était en travers du toboggan. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je lève mes yeux au ciel et je vois que le ciel est là, que le steward criait foutez le camp, ça va sauter. Je me dis, mais il va pas arrêter de crier ça, et il est fou. Et là, je réalisais qu'effectivement, au lieu du feu, ça pouvait encore sauter, malgré que le capitaine avait tout arrêté au niveau oxygène. Donc, les masques avaient été descendus, mais l'oxygène ne se répandait pas. On avait affronté les fumées toxiques parce que les plastiques brûlaient à l'intérieur et on était sur le point de s'asphyxier. Donc, plus on inspirait, plus on s'asphyxiait. Enfin, on a été limite. Et voilà que le steward me tirait ma jambe pour essayer de me dégager de ce tronc dans lequel j'étais complètement coincée. Et je lui dis « Arrêtez, ça suffit !» Il me lâche et je prends ma jambe. Et je tire. Je ne sais pas par quel moyen, la force que j'ai eue, j'ai réussi à me dégager de cet arbre et je suis partie en roulé-boulé, arrière, dans un toboggan qui était crevé, l'autre partie était remontée, enfin, voilà. Voilà comment ça s'est passé. Donc vous êtes retrouvée à l'extérieur. Voilà. Votre fille était déjà en bas. Oui. Votre ex-mari était où? Il n'était pas très loin, il devait nous attendre, il se tenait la tête parce que comme il avait pris feu, il était là, et on était tous là. Bon. Donc on a pris la fuite et puis on a marché jusqu'à l'aéroclub. L'avion a fini par exploser? Il n'a jamais explosé, il n'a fait que brûler puisqu'il était plein de kérosène. Et quand un avion est plein, il brûle, alors que s'il avait eu les soutes vides, il y aurait eu des risques d'explosion. Donc il n'a fait que brûler. Il y a eu combien de victimes? Il y a eu 3 personnes décédées, 2 enfants, dont le petit garçon dont je vous ai parlé, qui était à son siège handicapé. Et voilà, donc des personnes qui étaient plus proches de la sortie que nous, mais qui, pour des raisons qu'on ne saura jamais, qui sont restées là. Et... Quelles répercussions cette épreuve a-t-elle eu sur votre vie de famille? Un tsunami. Pour quelles raisons? Parce qu'on ne s'est pas retrouvés, parce que chacun vivait dans sa bulle, chacun était dans son histoire, chacun était dans son monde, on ne se parlait plus, on ne mangeait plus ensemble, on était là. Alors à l'époque, il n'y avait pas de cellules psychologiques, ça n'existait pas, on s'est vraiment retrouvés seuls, quoi. Enfin, on l'a eu plus tard parce qu'on l'a sollicité, mais à cette époque-là, on n'avait pas tout ça. Et ça a duré, quoi. Et ça a été jusqu'au clash, jusqu'à l'explosion de la famille 7 ans après, quoi. Qu'est-ce qui peut se passer, Yvonne, dans ce cas-là? Alors, je pense que face à un traumatisme, il y a 2 solutions. On se replie dans le silence ou alors on a besoin de radoter, de parler. Mais à chaque fois qu'on parle, ça réactive le traumatisme, surtout au sein d'une famille. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a une difficulté à réinvestir sa vie affective.
Et en plus, il y a un transfert de culpabilité. Parce que cette culpabilité dont on parlait tout à l'heure, qui est due au complexe du survivant, pourquoi il n'a pas survécu, eh bien, comme on l'a intériorisé, mais de temps en temps, on l'attribue à l'autre. Donc parfois, on rend le partenaire responsable d'une culpabilité inconsciente, mais on le sent coupable un peu, on ne sait pas de quoi. Et donc ça crée des conflits, on ne se parle plus, et finalement, ça éclate. Mais la culpabilité de qui? Du survivant, de celui qui n'a pas pu sauver. Mais nous étions les 3... Oui, mais vous avez évoqué 3 personnes que vous n'avez pas sauvées. Et donc ça peut quelque part tourner en boucle dans votre tête. Surtout que je m'étais arrêtée au niveau du petit handicapé. Voilà. Donc ça tourne dans votre tête. Mais pendant très longtemps, je pensais à lui. Voilà. Et je lui adressais une prière en lui disant « Pardonne-moi ». Voilà. Donc, et lorsqu'on a eu l'occasion d'en discuter avec le PNC, avec le steward, il m'a dit, vous savez, on était bien sûr, moi j'étais là aussi pour essayer de le sauver, on a bien voulu faire quelque chose, mais on n'en serait jamais sortis vivants tous les deux. La fumée était telle que, voilà. Mais c'est vrai que pendant longtemps, voilà, je me disais... Est-ce que votre fille est devenue hôtesse de l'air? Malheureusement, non. Pourquoi malheureusement? Parce qu'elle n'a jamais réussi à surmonter ce... J'imagine. Jamais. Jamais. Et cette force, cette lumière blanche, vous y pensez régulièrement? Quand j'ai des moments de désespoir, je me dis j'irais bien la retrouver parce que quelque part, elle m'a apporté quelque chose de tellement apaisant, tellement on a envie d'y aller, on a envie de se... Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur de la mort? Peur, on a toujours peur de la mort parce qu'on n'a pas envie de quitter les siens, mais peut-être différemment, non, pas forcément une peur panique, non, parce que je sais que quelque part il y a quelque chose de doux, C'est l'expérience des morts imminentes, effectivement, où il y a on décrit ce tunnel et puis sa lumière blanche, mais il y a aussi les expériences de dissociation, ça s'appelle l'expérience du plafonnement, c'est-à-dire on se voit en dehors de son corps, on sort de son corps, vous êtes rétréci dans votre corps, mais on peut aussi sortir de son corps et se voir. Et c'est là où, oui, ça s'appelle l'expérience du plafonnement. Donc j'étais pas forcément là? Non. Jean-François, vous avez été victime d'un grave accident de train, un train qui en a percuté un autre, dont les freins avaient lâché à la gare de Lyon. Au bout de combien de temps avez-vous été secouru? Après l'accident, donc quand le train s'est arrêté, très rapidement, on a vu des gens venir sur le quai pour voir, parce que beaucoup de gens ont été propulsés dans les voitures arrière sur les quais, donc les gens sont venus voir et ont voulu nous débloquer. Donc une partie des gens qui étaient dans la rame où j'étais ont pu sortir. Et moi, j'étais bloqué à ma place. J'étais assis. Je ne sentais plus mes jambes. Je ne savais pas si j'avais encore mes jambes pour moi. Et j'entendais des gens autour de moi pleurer, se plaindre sans les voir. Donc ça a duré quelques minutes. Et puis les gens ont voulu à tout prix sur les quais nous faire sortir. Donc, comme j'étais assis à côté d'une vitre, ils voulaient à tout prix casser la vitre. Donc on essayait de les calmer en leur disant que s'ils cassaient la vitre, ils allaient nous blesser, qu'il fallait attendre les secours. Donc tout ça a pris un peu de temps. Entre-temps, il faisait toujours très chaud, il y avait des grosses angoisses. J'avais la personne qui était assise en face de moi qui avait glissé, qui était bloquée par mes jambes. Et dès que je bougeais un peu mes jambes, elle ne respirait plus. Donc il fallait faire attention. Avec plein de mouvements, j'ai réussi à bouger mes jambes et à la débloquer pour qu'elle respire un peu. J'avais la dame qui était assise à côté de moi, qui était une personne âgée qui était là avec sa petite fille assise à côté de moi. Elle se plaignait de la chaleur. Elle demandait à ce qu'on sorte vite. J'ai encore ces paroles qui disaient « il y a une petite fille, laissez-nous sortir, il y a une petite fille ». Et donc, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les pompiers sont arrivés. On était toujours bloqués à l'intérieur parce que la possibilité de bouger.
Et un pompier m'a demandé d'essayer de trouver quelque chose pour plaquer contre la vitre et me protéger. Donc j'ai pris simplement un morceau du train qui flottait au-dessus de moi, un autre morceau du plafond, que j'ai posé contre la vitre, et le pompier a pu casser la vitre sans nous blesser. Donc là, une grande bouffée d'air frais, ce qui donne beaucoup d'espoir brusquement, parce qu'on sent la vie qui revient. Et je sais que par des petits mouvements, j'ai réussi à bouger et à me débloquer. Et je suis sorti au bout de, je vous dis, à peu près un quart d'heure, en prenant le haut de la fenêtre du train et en me sortant. Alors, à l'époque, je ne suis pas très sportif, je ne l'étais pas du tout, mais j'ai retrouvé une force, comme on disait tout à l'heure, une force terrible pour sortir de ce train, pour m'extirper du train. Et je me suis retrouvé sur le quai, dans les bras des pompiers qui m'ont assis par terre. Et la petite fille dont vous nous parliez tout à l'heure ? Alors la petite fille, quand je suis sorti, c'est vrai que, pour revenir un petit peu à ce qui a été dit, j'étais sur le quai, donc petite crise de nerfs rapidement parce que tout ressort. Et sur le quai, je n'avais qu'une envie, c'était de retourner dans le train. Je disais à tout le monde, laissez-moi y aller, vous ne les entendez pas, ils sont là, il y a une petite fille, vous ne l'entendez pas, je sais où elle est, je veux aller la chercher. Donc il y avait cette envie et ce besoin d'aller la chercher parce que déjà de la culpabilité qui était là, parce que ce qui s'est passé, c'est que cette grand-mère est arrivée en retard, elle était avec sa petite fille, le train était complet, et mon voisin s'est levé plus vite que moi pour lui laisser ma place, mais j'allais me lever. Ce qui fait que si la petite fille avait été à ma place, elle aurait été vivante. Et là, brusquement, je savais qu'elle était là et j'étais coupable de ne pas lui avoir laissé ma place, de ne pas avoir été assez rapide pour lui laisser ma place. Donc cette petite fille, je voulais aller la chercher. Bon, on m'a dissuadé, bien évidemment, on m'a mis de côté. Mais voilà, elle n'est pas sortie vivante de cet accident. Et cette petite fille, elle grandit en moi depuis 25 ans. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de vrai deuil, puisque je n'ai pas assisté à son enterrement, je ne la connaissais même pas, je l'ai vue, j'ai dû la voir 2-3 minutes, mais elle a été, depuis ce moment-là, elle est en moi. Et elle grandit en moi. Chaque anniversaire, je compte quel âge elle aurait, et je la vois grandir en moi. Et cette petite fille que j'avais dans la tête m'a poussé pendant des années, m'a culpabilisé, m'a poussé, a changé ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, je ratais quelque chose, je me disais, tu n'as pas le droit de rater ça parce que tu lui as pris sa vie. Elle serait vivante. Et elle aurait 20 ans et elle ferait des choses superbes. Donc tu n'as pas le droit de rater, tu n'as pas le droit de faire les choses. Donc ça me pousse, ça m'oblige. Et j'ai rencontré une psychologue il y a une quinzaine d'années qui m'a conseillé de faire un enterrement symbolique. L'idée, c'était de symboliser, de trouver un endroit où enterrer moi-même cette petite fille. Donc je suis allé dans un cimetière sur la tombe d'un ami et je demandais à cet ami de bien vouloir prendre cette petite fille auprès de lui, de la protéger, de prendre soin d'elle là où elle était. Et c'est vrai que après avoir fait cet acte qui était tout simple, c'était vraiment se poser devant une tombe, j'ai senti un grand soulagement parce que maintenant je savais où elle était. Alors elle continue à grandir en moi, elle est un petit peu moins violente, j'ai le droit de faire un peu plus d'erreurs, mais maintenant quand je pense à elle, je ne pense plus obligatoirement à elle dans le train, sur les genoux de sa grand-mère. Je pense à elle, à un endroit où je la sais sereine. Quel est le sens de votre présence aujourd'hui ? Alors, ce qui est important pour moi, c'est de parler. Parler pour tous ces morts, ils étaient 56. L'association a été créée et le slogan de l'association, c'était pour qu'ils ne soient pas morts pour rien.
Donc l'association a beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics, la SNCF et toutes les organisations. Il y a une fédération qui s'est créée pour améliorer les conditions de sécurité des transports collectifs. Donc il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Mais je reste toujours, à chaque anniversaire, quand on va sur le monument mort qui a été érigé sur le lieu, je reste toujours pour qu'il ne soit pas mort pour rien. C'est trop injuste. Il n'y avait pas de raison. Est-ce que vous avez tenté de retrouver les parents de la petite fille, par exemple? Non. Je suis en contact avec des gens qui veulent bien. Après, tous les gens n'ont pas obligatoirement envie de ressasser. Donc, je ne suis pas là en obligation. Je suis là, si les gens ont envie de me parler, ils savent. Mais je ne suis pas là pour ça. Mais c'est vrai que c'est important pour moi qu'on pense à eux encore maintenant et qu'on ne les oublie pas. Réaction d'Yvonne, peut-être, témoignage de Jean-François? Je crois que l'inhumation symbolique est très importante parce que la culpabilité, c'est vrai, elle fait grandir en vous cette petite fille. C'est un principe de deuil. Je veux dire, c'est une étape de deuil, mais qui dure et qui perdure longtemps chez vous. Et je crois qu'après cette inhumation, vous pouvez sauver d'autres personnes. Vous êtes mis aussi beaucoup de rigueur, je pense, à sauver autrui. Il y a un déplacement. Je pense que vous êtes d'une générosité extrême et vous passez votre temps à tenter de résoudre des problèmes chez autrui et autour de vous. C'était déjà un petit peu avant, mais c'est vrai que ça s'est renforcé. Il est important que, quand on est passé si près de la mort, il est important de voir l'importance de la vie et du quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut... pendant des années, je n'ai pu vivre qu'au quotidien, je ne pouvais pas projeter à plus d'une semaine, et on se rend compte à un moment donné que, voilà, on peut partir du jour au lendemain sans aucune raison, et que le quotidien est important. Donc il faut dire aux gens qu'on les aime, il faut dire aux gens qu'ils sont importants pour nous, il faut le dire maintenant et ne pas attendre de le dire et que ça soit trop tard. Christiane, vous avez été hospitalisée pendant 5 semaines suite à vos brûlures, à la suite de l'attentat qui s'est produit dans le RER où vous étiez. Vous avez été brûlée aux mains et aux pieds. Où avez-vous trouvé la force d'aller de l'avant? Déjà, quand la boule de feu a quitté mon visage et que je me suis retrouvée dans le wagon, le wagon était vide. Je suis sortie toute seule du wagon, j'ai monté les escaliers toute seule, je suis allée dans la rue et c'est un jeune étudiant en médecine qui est venu me proposer son aide et la seule chose que j'ai pu... Tout ça, la force, c'est ma fille. Hein. Il fallait qu'elle soit informée. Donc j'ai donné à ce jeune étudiant un numéro de téléphone pour qu'on puisse avertir ma fille et la prendre en charge. Et donc à partir de là, quand on m'a dit c'est fait, je me suis sentie mieux. Puis de là, on nous a transportés dans un café-restaurant à côté de la closerie des Lilas, on nous a allongés par terre et les pompiers nous ont arrosés avec la lance à incendie pour soulager les brûlures. Et puis après, de toute façon j'étais complètement sonnée, hein, après, on a été répartis dans toute la ville. Donc moi, je suis partie à Cochin 5 semaines. Et puis, au bout de 5 semaines, j'ai eu 12 anesthésies générales pendant ces 5 semaines. Mes pieds ne guérissant pas, on m'a fait une greffe de peau sur les pieds. Voilà. Et puis, j'étais sous morphine, donc je n'ai pas vraiment souffert à l'hôpital. Je reconnais que je n'ai pas vraiment souffert. Ce qui m'a sauvée, c'est l'amour des miens, de mon compagnon, qui s'est beaucoup occupé de moi à l'hôpital, qui venait me voir tous les jours. J'ai passé Noël et le jour de l'an à l'hôpital. Il est venu m'apporter des toasts de foie gras. Et puis, il y a la Roche-Posay aussi, les cures de la Roche-Posay qui m'ont fait énormément de bien, qui m'ont beaucoup soignée. Et puis, il ne faut pas que j'oublie de citer SOS Attentat, avec Françoise Rudetsky, qui ont été d'une grande aide pour les victimes d'attentats et qui nous ont beaucoup entourés et qui nous entourent encore beaucoup maintenant. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais venir dans cette émission, c'est pour déjà expliquer qu'on s'en sort quand on est bien entouré, qu'on a beaucoup d'amour. Je recevais énormément de visites et je voudrais remercier SOS Attentat. Et puis je voudrais aussi qu'on ne nous oublie pas. Parce que le grand problème, c'est que les journalistes s'arrêtent toujours à 1995.
il parle des attentats de 95 et on oublie toujours celui de 96. Donc ceux de 96 sont les oubliés et je ne voudrais pas qu'on nous oublie. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis là. Vous arrivez de prendre encore le métro aujourd'hui? Alors j'ai mis 12 ans avant de le reprendre. Je ne pouvais pas, j'avais trop peur. Et au bout de 12 ans, ma fille travaillant dans un CAT dans le 15e, il a fallu que je monte le chemin. Donc j'ai repris le RER pour la première fois en 2009. En tout cas, c'est drôlement bien fait, vos Ah greffes. oui, j'ai très bien. Oui, j'étais très bien soignée. Très, très bien. Merci à tous pour vos témoignages. Nous prendrons bien sûr de vos nouvelles. Nous resterons en contact avec chacun d'entre vous pour savoir ce que vous devenez. Certains disent avoir un déclic. D'autres décident immédiatement de prendre leur vie en main en venant sur le plateau de notre émission. Et grâce à notre nouveau rendez-vous, l'histoire continue. Nous en savons un peu plus chaque jour sur celles et ceux qui se confient sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons découvrir la suite des histoires de Mylène et de Bertha. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté de revenir sur notre plateau. Je vais commencer avec vous, Mylène. Nous vous avons reçu il y a 1 an sur ce plateau. Quel était le thème de l'émission? Les disputes pour faire durer mon couple. Pourquoi aviez-vous ressenti le besoin de venir sur notre plateau? Eh bien parce qu'à l'époque, les disputes étaient très très fréquentes, trop même, et il fallait que ça s'arrête. C'était plus possible, il fallait trouver une solution pour que ça aille mieux entre nous. Alors, je me souviens que vous étiez perdue à cette époque, Oui. mais nous avions assisté à un rebondissement plutôt inattendu pendant l'émission. Je vous propose d'en revoir un extrait et de découvrir si les disputes ont en effet fait durer votre couple. Pour moi, les disputes, les querelles, ça m'aide, moi, à me sentir exister. Mylène et Christophe étaient venus nous raconter le fonctionnement quelque peu particulier de leur relation. Quelle place occupent les disputes dans votre couple? Pour moi, pour nous, c'est le moteur principal de notre quotidien, en fait. On en a besoin, c'est nécessaire. Ça a toujours été comme ça entre vous? Oui. Dès le début? Quasiment, ouais. Ouais. Est-ce que ça vous arrive de passer une journée sans vous accrocher? Non. Non, Tous les jours? tous les jours. Pour Mylène, les causes de disputes étaient très variées et un événement avait particulièrement accentué les tensions dans le couple. Quand j'étais enceinte, en même temps, on a acheté une maison. Et lorsque j'ai accouché, il a passé beaucoup de temps dans cette maison. Pour moi, il me laissait tomber et c'était très violent. Je lui en voulais beaucoup. Aimer Christophe d'une façon explosive rassurait Mylène. Pourquoi vous énervez aussi facilement? Parce que je l'aime très fort, en fait. Et C'est pas une raison. c'est pas une raison, mais pour moi, c'en est une quand même, parce que Faut que je sois là, en fait, pour elle. j'ai besoin de lui. J'ai vraiment besoin de lui, en fait. Et pour moi, les disputes, c'est comme me rapprocher de lui. C'est important pour moi. Sur notre plateau, pour lui prouver ses sentiments, Christophe avait tenu à lui faire une surprise. Aujourd'hui, il paraît qu'il aurait une petite attention pour vous. Voilà un peu plus de 3 ans que nous vivions ensemble. 3 ans où j'ai appris à te connaître, toi et ton fils merveilleux. L'an dernier, tu m'as offert le plus beau des cadeaux, notre fille Élise. Pour tout ça, je voulais te dire que je t'aime, même si t'es un peu chiante. Je t'aime. J'aimerais bien trouver d'autres remèdes pour me sentir exister. Ouais, et donne-moi les mains. Allez, on saute. Allez. Oh là. Youhou. Encore 1, 2, 3. Ah, regarde là. Regarde, Élise. Près d'1 an plus tard, nous retrouvons Mylène, Christophe et leur petite Élise, âgée de 2 ans. Le couple est aujourd'hui plus apaisé, il attend même son 2e enfant. C'est bien d'être venu là. On se détend comme ça fait du bien. Ouais. Puis là, avec l'arrivée encore du 3e, là, il faut quand même que tu prennes l'habitude de passer plus de temps avec nous, quoi. C'est Et sûr. c'est bien, là, t'es sur la bonne voie, là, c'est bien. C'est mieux comme ça. Je profite bien de vous. Ah oui. Ça, c'est sûr. Super. Ouais. Coucou. Bonjour Michel. Salut. Salut les jeunes. Comment ça va, Très Christophe? bien, merci Michel. Alors,
ça va? Ouais, en forme. Michel et Denis, les parents de Mylène, sont soulagés de voir le couple plus serein et engagé dans une nouvelle étape de sa vie. Regarde, ça c'est tout petit, ça c'est vraiment pour la naissance, regarde. Ah oui, c'est trop mignon. Christophe et toi, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Je te vois moins, donc j'en déduis que tout se passe bien. On a encore des petites disputes, mais bon, des petites disputes de couple ordinaires, quoi, comme tout le monde en a. Parce que bon, ça met toujours du piment dans le couple, quoi. On a toujours aimé se taquiner, mais bon, c'est bon enfant. On pense au bébé qui va arriver, là. Et puis sinon, on n'aurait pas fait un autre enfant, hein. Et après, je mets encore un petit coup de vernis. Et après, c'est bon. De son côté, Christophe, très proche de son beau-père, n'hésite pas à se confier sur le nouvel équilibre de sa relation. On a mis un peu d'eau dans le vin tous les deux. Elle me donne aussi un coup de main parce qu'elle voit que voilà, forcément, faut avancer, quoi. Ouais. Moi, de mon côté, quoi, pareil, hein, je bosse un peu moins, je me prends un peu plus le temps avec elle et avec les enfants, quoi. Donc, du coup, on va dire que tout se passe pour le mieux, quoi, pour l'instant. Hein. Faut que ça dure, hein, comme ça. J'espère seulement que ça continue, que ça s'améliore encore. Et le couple se projette aujourd'hui avec bonheur dans l'avenir. Ah, c'est gentil, ça. Regarde, Élise. Regarde ce que j'ai fait. Ah, c'est bon, ça. Tu partages avec papa? Viens. Il est où, le bébé? Il est où? Il est là? Comment elle s'appelle? Il est où? Tu me montres? Là, il est? Tu fais coucou? J'ai hâte de les voir ensemble. Ouais. Jouer dans le jardin, là, tous ensemble, ce sera sympa, hein, vraiment. Ah, c'est un bel avenir qui nous attend, là. Plus de disputes, hein, et que de l'amour maintenant. Hein. Ça marche. On fera comme ça. Quel chemin parcouru? On a le sentiment que vous avez gagné en sérénité. Comment expliquez-vous cette métamorphose? Eh bien, justement, par rapport à l'émission précédente, où justement, j'avais eu sur le plateau une belle déclaration de Christophe, justement. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il m'aimait. Et ce qu'il faisait, c'était pour nous. Donc, j'ai décidé de mettre aussi de l'eau dans mon vin et de laisser plus de place à la sérénité et d'essayer de faire que les disputes soient moins fréquentes. J'étais pénible avec lui, vraiment pénible, hein, et je le reconnais. Hein. J'étais vraiment pénible. Alors justement, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que les disputes n'étaient pas forcément un moteur pour votre couple? Les conseils de Frédéric ce jour-là aussi à l'émission, elle m'avait expliqué aussi qu'il n'y avait pas que les disputes pour se sentir aimé, justement. Qu'est-ce que vous avez appris sur Christophe et sur vous-même en regardant l'émission? Sur moi-même, j'ai appris que j'avais pas assez confiance en moi et qu'il fallait justement que je prenne plus confiance en moi en le laissant faire aussi, en le laissant me montrer qu'il m'aime à sa manière et pas en exigeant de lui des tas de choses comme je le faisais à l'époque. J'avais l'impression d'exister qu'à travers lui, donc je l'accaparais tout le temps. Tout le temps, s'il n'était pas là dans les 5 minutes, je m'énervais, c'était plus vivable, c'était ingérable. Aujourd'hui, vous avez appris à être plus autonome? Oui, quand même. Je veux dire, je le laisse plus volontiers tranquille. Et c'est vrai que même moi, en étant plus zen, quelque part, lui, il a aussi envie de rester plus avec moi. Donc, il a plus de plaisir à rester avec moi aussi maintenant. Forcément, puisque je lui reproche moins de choses, donc c'est beaucoup plus agréable. Puis quand j'ai envie de m'énerver, je souffle un petit coup et puis ça passe tout seul. Qu'est-ce qu'il a compris, lui, de son côté, en participant à toute une histoire? Il a compris ma détresse, vraiment. Parce qu'avant, comme il n'écoutait pas, comme il me fuyait, il partait dans le jardin, tout de suite, il ne m'écoutait pas. Donc là, il a vraiment pris conscience qu'il fallait qu'il m'aide à prendre confiance en moi. En trouvant plus de moments pour nous, voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'il vous fait plus de compliments? Comment il vous aide à prendre confiance en vous? Déjà, maintenant, les dimanches, il ne travaille plus à la maison. Là, les travaux, les dimanches, c'est fini. C'est la journée pour nous. Le soir, quand je l'appelle à 7h pour venir manger, je ne dois pas attendre 1 heure que le plat il refroidisse. Il monte tout de suite.
Donc c'est des moments plus sympas, je m'énerve moins forcément. Et puis il y a notre petite fille aussi. On fait beaucoup plus de choses tous ensemble. Alors, il y a un an pile, vous étiez très sceptique quant à votre avenir, tous les deux. Et dans un an, où en serez-vous, d'après vous? Avec une petite fille en plus. Donc, c'est que j'ai un peu plus confiance dans notre couple aussi. On a décidé de faire un autre enfant. Donc tout ça est plutôt positif. Ah oui, complètement. Donc vous ne regrettez pas d'être venu sur notre plateau? Ah non, mais alors pas du tout. Ça a été vraiment le jour et la nuit après. Hein. C'était vraiment une très très belle expérience. Vraiment. Bon, vous nous en ferez un faire-part de naissance? Ah bah oui, certainement. Ah oui, oui. Je vous propose à présent de prendre des nouvelles de Bertha. Bertha, en 2007, vous aviez répondu à notre appel à témoins sur le thème « Le courage des enfants face au cancer ». Votre fils, Erwan, était atteint d'une leucémie. Comment avez-vous annoncé votre décision de venir témoigner? Comment lui avez-vous annoncé à lui? Alors, j'exprimais un ras-le-bol de voir mon fils dans un tel état, surtout qu'on avait créé une association qui s'appelle Le Vœu d'Erwan pour augmenter les fichiers des donneurs de sang, de plaquettes et de moelle osseuse. Erwan contribuait souvent à faire des conférences dans les classes, les collèges, les lycées. Et puis, ce ras-le-bol, la manière dont on montrait à mon fils, ne t'approche pas, il va te contaminer, tu vas mourir. J'ai dit à Erwan, un jour il est rentré à l'école, je lui ai dit, écoute, j'ai écrit à Jean-Luc Delarue pour lui expliquer mon ras-le-bol et il t'invite à exprimer, il t'invite sur son plateau. Est-ce que tu serais d'accord pour y aller et parler de ta maladie, de ton histoire, de tes difficultés et de ton association? Il m'a dit oui tout de suite. Il m'a dit oui maman, je veux y aller. Alors lors de cette émission, vous vous sentiez abattu et démuni, mais Fatiguée. 6 ans après, vous n'êtes plus tout à fait la même. Erwan a grandi, il a aujourd'hui 18 ans. Nous sommes allés prendre de ses nouvelles chez vous, à Coublevis, en Isère. C'est ça. Quand j'ai compris que j'étais gravement malade, j'ai d'abord pensé que j'allais mourir. Il y a 6 ans, Erwan avait témoigné avec beaucoup de courage sur le plateau de Toute une histoire. Atteint d'une leucémie à l'âge de 7 ans et demi, il s'était battu contre la maladie. Lorsque tu es tombé malade, Erwan, un médecin a prononcé une phrase qui t'a profondément marqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que je pouvais mourir et qu'il me restait 24 heures, voire 48 heures à vivre si la chimiothérapie, elle faisait pas son effet. Pour moi, c'est bien qu'il me l'ait dit, comme ça je le savais. Tu préfères la vérité? Ouais, je préfère. Peut-être que ça donne de la force aussi d'avoir envie de se battre. Hein. Pour moi, ça m'a donné de la force. Tu donnes une définition assez imagée en fait de la maladie. Comment tu en parles? Je dis, pour pas faire peur aux petits, quand j'en parle, je dis que c'est une reine en fait, qui veut détruire tous les bons villageois qu'il y a dans une ville, et elle veut être la maître. Enfin, elle veut tout contrôler. Durant 3 ans, Erwan avait subi une chimiothérapie et était resté en chambre stérile, coupé du monde extérieur, pendant plusieurs mois. Suite au lourd traitement, le petit garçon s'était transformé physiquement. Et là, cette photo, tu vois, c'est vraiment très dur à maman. Tu faisais 14 kilos parce que t'avais maigri. C'est dur pour maman de la regarder parce que c'est pas très... Bon souvenir. Oui. On va arrêter de la regarder. Mais sinon, elle est bien. Mais là, t'étais contente, tu levais les bras en l'air parce que tes cheveux ils repoussaient. Ouais, là j'avais un petit peu de cheveux. Je faisais ouais. T'étais tout content, mon chéri. À l'époque où Erwan était venu sur le plateau, il était en rémission. Erwan, comment ça se passe aujourd'hui avec tes copains, toi? Tu as 12 ans, tu es en quelle classe? Je suis en 6e. Petite chérie? Non. Pas encore? Non, pas encore. J'ai voulu m'en sortir et je suis sur la bonne voie. Six ans plus tard, nous retrouvons Erwan. À 18 ans, le jeune homme est toujours aussi souriant et il a de bonnes nouvelles à nous annoncer. La rémission s'est transformée en guérison. Donc aujourd'hui, c'est derrière moi, c'est du passé. Je suis guéri, je suis en pleine forme, tout va très très bien.
témoigner dans toute une histoire a été une expérience très bénéfique pour le jeune homme. Et dans les jours qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. L'émission, ça permet de se rapprocher aussi de sa famille, même si on était déjà très très proches avant. Il y a des petits mots que je disais pas, donc pouvoir le dire dans l'émission, ça a rapproché un petit peu plus encore. Si à l'époque, le jeune homme avait tenu à participer à l'émission, c'est qu'il avait un message important à faire passer. Aujourd'hui, plus que jamais, il tient à poursuivre son combat. Il faut toujours être de plus en plus nombreux à donner son sang, ses plaquettes, se mobiliser, que les personnes qui sont en plein dans la maladie aujourd'hui, il ne faut pas perdre espoir et courage, que si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver aussi, je ne suis pas un surhomme. Il faut se mobiliser, donner toujours plus, parce que c'est important, ça sauve des vies. Pour Bertha, la mère d'Erwan, et William, son meilleur ami, l'émission a permis au jeune homme de se métamorphoser. Depuis le passage d'Erwan dans l'émission, j'ai vu un petit bonhomme changer, avoir plus confiance en lui, plus combatif, plus déterminé. J'ai vu un garçon épanoui. Ce qui a changé, c'est qu'il est devenu plus confiant. Il a toujours la pêche, il veut toujours. C'est bien de sa part, il ne s'est pas laissé abattre. Aujourd'hui, Erwan veut oublier sa leucémie. Depuis qu'il est guéri, il est définitivement tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, il a des beaux projets d'avenir. J'espère qu'ils vont se réaliser, qu'il a de l'ambition et je pense que ça devrait bien marcher pour lui. Aujourd'hui, on vit pleinement notre vie, on est carpe diem, on vit le moment présent. Faites plein de bonheur. Aujourd'hui, à 18 ans, Erwan est bien loin du petit garçon fragile et malade qu'il était encore il y a seulement 6 ans. 3. Erwan est maintenant totalement guéri et grâce à sa sœur, Nawel, il s'investit à fond dans sa passion pour la danse. Le jeune homme croque la vie à pleines dents et se lance de nouveaux défis. En s'étant fixé le but de faire de la compétition l'année prochaine, ça permet de toujours se dépasser, essayer de tourner une page, profiter, faire du sport, s'éclater, se donner des défis, essayer de les atteindre. C'est le but, quoi. Surtout avec toi. Eh ben c'est top. Ça va, tu t'en sors ? Ça va. Là, j'ai commencé par faire les citrons. Il y a 3 ans, Erwan a trouvé sa vocation. Grâce à Victor, son chef, il apprend le métier de pâtissier, une profession dans laquelle il s'épanouit entièrement. C'était pourquoi que tu voulais faire ce métier à la base ? Ma sœur, vu qu'elle est cuistot de métier, elle m'a donné un peu envie de faire ça. Après, pourquoi pas plus tard travailler avec elle. Aujourd'hui, c'est son père Rabat qui vient chercher Erwan à la sortie du travail. Bonjour. Ça va, fils? Ouais, bah là, T'as fini? Je suis en train de finir, là, j'ai juste à mettre en carton. D'accord. Qu'est-ce que t'as préparé, alors? Ah, là, c'est des royales, donc pralinées. Et ça? Ça, là, c'est des religieuses framboises coulis d'abricot et 2 tartes citron caramélisées. Ils sont magnifiques, les gâteaux, Erwan. Je suis vraiment fier de ce que tu as fait. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé à faire des gâteaux aussi beaux. Ouais, ça me fait plaisir que tu me dises que tu sois fier de moi. Ça me permet de prendre confiance et de faire des choses encore plus jolies. Tout au long de sa maladie, Erwan a été soutenu et porté par sa famille. Oh, merci pour maman gourmande. Les mêmes gâteaux que tu as fait pour mon anniversaire. Presque, quoi. Mais les années de souffrance et de lutte contre le cancer ont laissé des traces. Quand je revois des photos de toi à l'époque et de toi maintenant, c'est vraiment... Bah, moi, quand on me parle du passé, T'aimes pas parler de voilà, ta oui, j'aime pas en parler. Du coup, bah, je préfère un peu oublier, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais c'est vrai que ça fait partie de ta vie, en fait, on peut pas l'oublier. Là, maintenant, tu vois, on avance dans la vie. Et le fait, en tant que maman, le fait de te voir
En rémission complète, guéri, plein de vie, croquant dans la vie à pleines dents. C'est vraiment super parce que franchement, j'y croyais plus. Bertha et Erwan, c'est dur de revivre ces moments-là. Merci d'être avec nous, Erwan. Donc vous allez bien, et ça c'est la meilleure nouvelle. Vous avez quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 18 ans. 18 ans, en pleine forme. Tout à fait. C'est vrai que de se replonger dans ces années douloureuses et de vous voir sur ces photos maigre comme ça, et fatigué, et chauve, hein, c'est difficile. Tout à fait, ouais. J'avais jamais revu les photos depuis. Et... ça fait un petit choc quand même de voir comment on était 7 ans en arrière. On essaye d'oublier. Qu'est-ce que vous en avez gardé de tout ça? Avoir vaincu cette maladie, d'être devenu un jeune homme en pleine forme? Grâce ou à cause de la maladie, j'ai pris plus confiance en moi. Donc... Plus confiance? Ouais. Avec la maladie, j'avais aucune confiance en moi. Je n'étais pas sûr du tout. Puis, grâce à ça, ça m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, donc avoir confiance, puis être épanoui. Est-ce qu'on profite encore plus de la vie quand on a failli la perdre? Oui. C'est sûr qu'on profite de tous les moments. On relativise plus, on rigole, on sourit à la vie. On croque la vie à pleines dents depuis quand il nous arrive un choc comme ça. Et on sourit, quoi. Comment vos camarades de l'époque ont réagi à votre passage dans notre émission? Alors, à l'époque, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai attrapé le cancer, en fait, j'étais dans une ancienne école. Et puis, les camarades de classe, quand j'étais dans cette école, ils ne comprenaient pas, ils m'ont un peu isolé. Donc, j'étais mise à l'écart. Ça ne s'attrape pas comme un virus, hein, voilà, le non, cancer. C'est pas comme un virus, c'est pas comme si on attrapait un rhume, quoi. Et puis, on ne transmet pas un cancer comme si on avait un rhume ou une maladie bénigne. Et du coup, les personnes de mon ancienne école, ils m'avaient mis à l'écart, j'étais isolé. Et puis, on a changé d'école et avec l'émission, les personnes qui ont vu ça, ils ont tout de suite compris. Ils étaient là pour moi et ils étaient auprès de moi. Donc, grâce à eux aussi, ça a permis de prendre confiance. Qu'est-ce qui s'est passé, Bertha, avec ce passage dans notre émission? Est-ce que ça lui a fait du bien à Erwan? Oui. L'équipe de Jean-Luc Delarue et Jean-Luc Delarue ont été un moteur pour Erwan parce que justement, ils l'ont laissé s'exprimer, laissé parler, laissé dire. Ils l'ont écouté, épaulé. Et ils lui ont dit beaucoup de choses positives, comme quoi c'était un enfant combatif, courageux, souriant, épanoui, et qui réussirait tout, très facilement. Donc aujourd'hui, c'est devenu un jeune homme qui croque dans la vie à pleines dents, un jeune homme épanoui, un jeune homme ambitieux, déterminé. Qu'est-ce que tu veux faire ? Là, je suis en études de pâtisserie. J'ai eu le CAP pâtissier. Du coup, je continue dedans. Je suis en mention complémentaire. Et c'est quelque chose que j'adore. Donc, plus tard, j'aimerais bien avoir ma boutique. Donc, quelle est ta spécialité ? J'aime un peu tout, mais les macarons, je préfère. Il ne nous en a pas amené de macarons. On ne peut pas les goûter. Non, j'en ai fait hier, mais non. Et alors, tu danses aussi ? Je danse, oui, avec ma sœur. On partage ça en commun. On fait de la danse sportive, on fait de la danse de société aussi. On fait des danses solo, comme le hip-hop ou la house dance, du dance show aussi. Et une nouvelle danse qui est à la mode, c'est la Zumba. Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité ? Je pense que c'est pouvoir la faire avec ma sœur, ça nous rapproche beaucoup. Et grâce à ça, ça permet de se dépasser toujours plus, de pouvoir être épanoui, partager des moments avec sa sœur,
c'est bien. Alors on la voit, ta sœur, Nawel, vous allez nous faire une démonstration de Zumba, tous les deux. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Bertha? Et de plaire aux filles. Ah, la danse, ça plaît aux filles? Je pense qu'un bon danseur, oui, c'est toujours mieux en soirée. Ça, c'est sûr, les filles adorent ça. Lorsque Jean-Luc Delarue vous avez reçu, il vous avait taquiné sur vos nombreuses conquêtes, justement. Est-ce que je peux vous taquiner à mon tour? Oui, on n'a pas de souci sur ça. Vous en êtes où sur ce plan-là? Toujours comme 7 ans en arrière, il y en a toujours autant. Quoi. Ouais. Ça compte par dizaines. Ah bon, elles tombent comme ça. C'est Alors ça. elles vont tomber d'autant plus qu'elles vont vous voir danser avec votre sœur. Vous allez la rejoindre là-bas, sur le plateau. Et vous nous montrez alors, avec Nawel, un cours de... C'est ça les cours de Zumba qu'on trouve partout, hein? C'est ce qu'on fait dans les cours de Zumba. Tout à fait. Génial la Zumba. C'est une petite démonstration. Bravo Erwan. Merci. Je vais vous laisser signer le grand livre de l'histoire continue. C'est vous Mylène qui commencez. Merci Sophie. Voilà, en tout cas on se réjouit de ce témoignage plein de vie et d'espoir. Et manifestement, Jean-Luc avait su trouver les mots pour vous donner la force de combattre. Tout à fait. Voilà. Et merci d'être revenu nous voir pour nous le dire. Merci à vous et merci à Jean-Luc qui avait contribué à notre bien-être, renaissance. Et aujourd'hui, on peut tourner la page avec un sourire parce que c'est devenu un jeune homme magnifique, merveilleux et comique. Et si c'est possible, juste rajouter quelques mots. La Zumba qu'on a fait avec ma sœur, c'est pour rendre hommage à un jeune homme qui a été en même temps que moi malade. Mais que lui, malheureusement, il a fait une rechute et puis il est décédé l'année dernière. Et il était passionné de Zumba. Et du coup, c'est un petit hommage qu'on lui rend avec ma sœur pour Terry. Il s'appelait comment? Il s'appelait Terry. Bon, Terry et Jean-Luc. Un petit hommage à Jean-Luc aussi. Voilà. Aussi. Merci beaucoup. Bon après-midi. À très vite pour d'autres histoires. Briser un tabou dans toute une histoire. J'ai eu un début de relation normale et maintenant plus de libido, du moins, j'y arrive plus. Mon mari commençait donc à ne plus avoir d'érection et commençait à être impuissant. Le vaginisme, j'en ai souffert pendant longtemps. Moi, avant d'y être confrontée, j'en avais jamais entendu parler, ni de près ni de loin. Et grosso modo, c'est l'impuissance au féminin. Il souffre de troubles de la sexualité. La sexualité,
ça passe au 3e plan, au 4e plan. C'était toujours le même scénario, le sexe qui se barricade sans que je puisse faire quoi que ce soit. Donc c'était difficile de lui expliquer les choses parce que je ne savais pas me les expliquer à moi-même. C'est là où le bas blesse, c'est que je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Mais heureusement, certains ont fini par trouver une solution. Vous avez eu votre premier rapport sexuel combien d'années après avoir rencontré votre compagnon 8-9 ans, ouais, autour de 9 ans. J'ai pas honte d'être ici aujourd'hui et d'en parler, parce que j'ai envie que ça aide les autres, parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont dans le même cas que moi, mais qui n'en parlent pas.